C'est sans doute la raison aussi pour laquelle Trump a dit ne pas avoir encore pris de décision. Parce que si jamais il devait prendre la décision de frapper à l'intérieur de la Russie, je ne vois pas comment une guerre mondiale pourrait être évitée. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien d'Omerta. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir John Logland, chargé de conférence à l'ICES. Bonjour John Logland. Oui, bonjour Elie Chotard. Volodymyr Zelensky va se rendre aux États-Unis cette semaine. Que penser de cette nouvelle rencontre entre Trump et Zelensky? Vous savez, ça dure depuis si longtemps maintenant, ces voyages pour chercher du soutien, qu'on ne sait pas très bien. J'aurais beaucoup de mal à vous dire exactement ce que j'attends. D'autant plus que la politique, toute la politique et bien sûr la politique étrangère de Trump est plutôt illisible, je dirais, par les commentateurs. Trump aime bien mettre les gens en désarroi en tenant des propos exorbitants, exagérés, excessifs, et puis en faisant le contraire de ce qu'il dit ou en disant des choses différentes d'un moment à l'autre. Bien sûr, les gens vont se pencher sur la question des missiles Tomahawk, qui sont des missiles de longue portée et dont le but serait de frapper à l'intérieur de la Russie, bien loin de la frontière ukrainienne. D'après ce que je comprends, mais je ne suis pas un expert militaire, mais ce que je dis, ce que je vais dire, je, je l'ai entendu dans la bouche de Scott Ritter, qui est très présent sur Internet dans le monde anglophone. C'est un ancien inspecteur d'armement de l'ONU et qui, je répète, est très écouté dans le monde anglophone. Ce qu'il dit, lui, et ça me paraît crédible, c'est que les Tomahawk missiles, les missiles Tomahawk, d'abord, ils seront, s'il y a un accord comme Zelensky le souhaite, ils seront vendus par les Américains, ils ne seront pas donnés. Trump veut faire de cette histoire d'armement de l'Ukraine une affaire commerciale au bénéfice des États-Unis. Ils seront vendus, donc vendus sans doute à un pays tiers, sans doute pas directement à l'Ukraine. Scott Ritter a évoqué les Pays-Bas comme pays intermédiaire possible. Les Pays-Bas sont en effet très présents dans l'affaire ukrainienne. Il n'y a pas que les Pays-Bas, mais ils sont peut-être plus présents encore que les autres. Mais dans le scénario que décrit Scott Ritter, c'est une Tomahawk qui serait vendue, qui pourrait être vendue, même si Trump dit ne pas encore avoir pris de décision. Même s'ils étaient vendus, il faudrait attendre 2028, je crois, de mémoire, donc plusieurs années, avant leur livraison effective. Alors nous sommes en 2025, fin 2025, mais je suis sûr que Zelensky ne veut pas des missiles pour 2028. Il les veut pour tout de suite. Donc, je pense que les observateurs vont se pencher sur cette question-là. Mais si, par malheur, Scott Ritter devait avoir tort et si les missiles pourraient être livrés plus rapidement, par exemple directement à l'Ukraine, mais je ne sais pas si les Américains ont des stocks, euh, se posera à ce moment-là la question de savoir qui va les piloter, puisque ces missiles de très longue portée ne sont pas pilotés par des Ukrainiens. Ils n'ont pas les satellites, ils n'ont pas la technologie nécessaire. Et donc, naturellement, si jamais un tel missile était déployé à l'intérieur de la Russie, il aurait été piloté à distance, bien sûr, par les Américains, ou en tout cas par un pays de l'OTAN. Alors, c'est bien sûr extrêmement risqué, puisque la Russie ne cesse pas de dire que si des missiles de longue portée si la Russie est la cible de missiles à longue portée pilotés par un pays de l'OTAN, eh bien la Russie, par définition, entre en guerre avec l'OTAN. Et généralement, la Russie dit ce qu'elle va faire et fait ce qu'elle a dit. Donc, c'est sans doute la raison aussi pour laquelle Trump a dit ne pas avoir encore pris de décision. Parce que si jamais il devait prendre la décision de frapper à l'intérieur de la Russie, je ne vois pas comment une guerre mondiale pourrait être évitée.
Il suffit de s'imaginer, de se poser la question, que se passerait-il si un missile russe atteignait Paris ou Londres ou Washington, pour se demander quelle serait notre riposte à nous. Il faut se mettre à la place des Russes. Si jamais leur capitale ou une de leurs villes était ciblée, il est assez évident qu'ils vont riposter. Et justement, ce qui m'inquiète dans cette histoire, c'est que les experts et les dirigeants occidentaux semblent ne pas prendre en compte la possible et sans doute l'inévitable riposte russe. Et donc ce serait vraiment un changement dans la guerre si les États-Unis livrent ces missiles Tomahawk à l'Ukraine? Bien sûr, mais Poutine l'a dit il y a, je crois, au moins un an, parce qu'il était question déjà sous Biden de livrer des missiles de longue portée. Ce n'étaient pas des Tomahawk à cette époque-là, je crois que c'était les ATACMS. Mais peu importe, tous ces missiles de longue portée sont pilotés à distance par des GPS, par des satellites. Et donc, Poutine avait dit à cette époque-là, il y a une vidéo assez connue qui a beaucoup circulé sur Internet. Il est à Saint-Pétersbourg quand il le dit. Il explique que un tel missile ne peut pas venir de la seule Ukraine. Ce n'est pas possible. Et donc, naturellement, cela serait, dans les faits, une attaque sur le territoire russe par un pays de l'OTAN. Et une attaque comme cela, je répète, si jamais la Russie attaquait Paris ou Varsovie ou Londres ou Washington, je pense que le pays attaqué normalement voudrait riposter, c'est-à-dire voudrait envoyer ses propres missiles en Russie, en riposte, en réponse à cela. Et il faut supposer que la Russie ferait la même chose, d'autant plus qu'elle a dit très clairement, dans la bouche de son président, elle a dit très clairement que sa réponse serait de considérer qu'elle était en guerre désormais avec l'OTAN. Elle est bien sûr en guerre avec l'OTAN par interposition, mais dans la mesure où il n'y a que l'Ukraine pour le moment qui contrôle les armes et qui lance les missiles, ça serait en effet un changement absolument radical dans la guerre si désormais c'est l'OTAN elle-même qui envoie les missiles, ne serait-ce qu'à partir de l'Ukraine, mais si c'était l'OTAN elle-même qui envoie les missiles, il est bien évident que cela représenterait un nouveau départ absolument radical. Et quand on voit ces menaces justement de Trump de livrer des missiles Tomahawk, qu'est-ce qu'il reste de sa rencontre avec Poutine à Anchorage il y a un peu plus d'un mois? Il ne reste pas grand-chose. Les diplomates russes l'ont dit, je crois que c'était le vice-ministre des Affaires étrangères, Ryabkov, a dit qu'il ne restait plus grand-chose de la rencontre à Anchorage, à Alaska. Il y avait eu un certain élan, ce sommet avait donné un certain élan au rapport américano-russe, mais il paraît que l'élan s'est complètement essoufflé et qu'il ne reste plus grand-chose. Et les Russes ont dit, bien sûr, aussi que si jamais cette livraison de missiles devait se réaliser, que cela serait un moment très grave pour les rapports avec les Américains. Donc, comme toujours, la politique de Trump, je répète, est illisible. J'ai du mal à croire que les Américains feraient cela. Mais je répète, Trump aime cultiver l'imprévisibilité. Il aime sortir du cadre normal, du cadre de la normalité. Euh, je précise que si sa politique est illisible ou souvent contradictoire, il faut quand même avouer qu'il martèle systématiquement la thématique de la paix. Il vient de rentrer d'Égypte et d'Israël. Il martelait la thématique de la paix. Il insiste, il affirme avoir mis fin à 7 ou 8 guerres. Il a déclaré la paix à l'Iran dans le Knesset. Alors, c'est quand même quelque chose qui lui tient à cœur, cette notion de paix. Et pour cette raison, j'ai peut-être un petit espoir qu'il ne franchira pas le Rubicon des Tomahawks. Une autre actualité, c'est la semaine dernière, il y a eu plusieurs motions de censure à l'égard d'Ursula von der Leyen au Parlement européen.
Qu'est-ce que cette multiplication de motions de censure dit de l'état du Parlement européen, vous qui y avez travaillé, il me semble? Alors, je dois avouer que je n'ai pas regardé le décompte des voix, mais je pense que les partisans de la censure sont très minoritaires, à droite comme à gauche. Je montre souvent à mes étudiants combien de propositions de loi faites par la Commission sont refusées ou rejetées par le Parlement. Et sur plusieurs années, le nombre s'élève à zéro. Systématiquement, tout ce que fait la Commission passe. Donc, sur les 750 ou 700 et quelques députés européens, il y en a, je ne sais pas combien ils sont exactement, mais en tout cas moins de 200 qui sont, on va dire, réfractaires à droite et, à mon avis, une petite poignée réfractaire à gauche. Comme toujours, il y a une majorité écrasante en faveur du projet européen. Le Parlement européen ne représente en aucun cas et n'a jamais représenté un contrepoids à la Commission. C'est au contraire un support à la Commission, un support au projet de Bruxelles. Et cela fait partie de la machinerie. D'ailleurs, la présidente du Parlement européen, euh, Roberta Metsola, fait souvent des déplacements ensemble avec Ursula von der Leyen, comme si elles étaient collègues. Alors que théoriquement, le Parlement est censé être, bien sûr, un contre-pouvoir. Il n'en est rien. Donc voilà, cela montre qu'il y a une petite minorité qui se fait parler d'elle, mais elle reste une minorité absolument structurelle. Et cela même si les critiques de l'Union européenne elles fleurissent partout en Europe, on a vu avec le Mercosur, avec l'accord avec les États-Unis au niveau des droits de douane. Oui, mais encore une fois, non seulement le Parlement ne représente pas de contre-pouvoir parce que les députés européens, dans leur immense majorité, sont favorables au projet européen et ils acceptent l'argument véhiculé par Madame von der Leyen cette fois-ci, donc la semaine dernière et aussi la fois précédente quand elle a eu une autre motion de censure, argument qui consiste à dire que tous ceux qui sont contre elle sont contre l'Europe. Elle se dit, elle, l'incarnation de l'Europe, du projet européen et tout ce que vous voulez. Donc, qui vote contre elle est un agent de Poutine et veut semer la division en Europe. Et l'écrasante majorité des parlementaires soutient cette vision, cette version des choses. En outre, se rajoute à cela le fait que le Parlement lui-même, et ceci explique cela, n'écoute pas et n'est absolument pas influencé par l'opinion publique. Le public peut penser ce qu'il veut sur l'Union européenne. Cela n'a aucun impact sur le Parlement européen pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a assez peu de partis politiques eurosceptiques. Ensuite, à la différence d'un Parlement national où il peut y avoir des élections anticipées en cas de crise, si un gouvernement tombe, si les difficultés se multiplient, il peut y avoir, n'est-ce pas, une dissolution. Nous le savons ici en France. Ça ne peut jamais arriver au Parlement européen puisque les mandats sont fixés dans les traités. Il ne peut pas y avoir de dissolution anticipée. Donc, en fait, les députés ne craignent rien. Une fois élus pour 5 ans, ils ne craignent rien. Ils ne dépendent absolument pas de l'opinion publique. Certes, il y a eu une petite progression lors des dernières élections en 2020, 24, l'an dernier. Il y avait une petite progression de partis, on va dire, eurosceptiques, patriotiques, etc. Mais c'est absolument marginal par rapport à l'écrasante majorité. Donc, il n'y a ni pression de la part de l'opinion publique sur le Parlement, ni pression de la part du Parlement européen sur la Commission. Et est-ce que justement la commission on peut voir toute puissante, est-ce que justement le contrôle des élections dans certains pays membres, comme on l'a vu par exemple en Roumanie, est-ce que c'est vraiment le révélateur du fonctionnement de cette institution? Alors, pour la Roumanie, la Commission n'était pas directement impliquée dans cette affaire. Elle l'a été peut-être en coulisses, j'en sais rien. Mais la Roumanie, l'histoire est absolument scandaleuse, bien sûr, c'était les autorités roumaines qui ont fait le sale boulot.
d'annuler les élections. Le Conseil constitutionnel roumain et bien sûr les services roumains. La Commission a validé, évidemment, elle dénonce d'ailleurs sans cesse l'ingérence russe, l'inexistante ingérence russe, mais ce n'était pas la Commission en soi. Mais bien sûr, quand d'autres gouvernements, quand il y a des gouvernements réfractaires qui arrivent au pouvoir, comme c'est le cas bien sûr en Hongrie, mais maintenant aussi en Slovaquie et dernièrement en République tchèque, oui, la Commission peut essayer de mettre des bâtons dans les roues de ces gouvernements. La Hongrie, déjà, elle se voit infliger une amende d'1 million d'euros par jour pour son opposition à la politique migratoire. Il y aura sans doute des procédures semblables contre la Slovaquie et la Tchéquie. La Commission a été, vous avez raison de poser cette question, mais plutôt pour la Moldavie que pour la Roumanie. Parce que Ursula von der Leyen s'est rendue en Moldavie au moment des élections législatives récentes pour annoncer qu'elle dispersait des milliards d'euros pour l'avenir européen de la Moldavie. Donc elle s'est très clairement ingérée dans le processus électoral en Moldavie. Et elle fera tout, bien sûr, pour, comme elle fait aussi, par exemple, en Géorgie, pour soutenir les pouvoirs, les partis politiques pro-européens. Donc ça, c'est sûr. Mais il peut aussi y avoir des cas, comme c'est le cas pour la Roumanie, où c'est les autorités nationales qui, comme je l'ai dit, qui font le boulot. On en a parlé récemment, il y a eu l'accord sur les droits de douane entre l'Union européenne et les États-Unis. Est-ce que cela montre en quelque sorte une féodalisation de l'Europe aux États-Unis? Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'Union? C'est une féodalisation, je trouve que c'est un euphémisme, je dirais servilité serait le mot juste. C'est absolument remarquable, c'est incroyable que l'Union européenne ait accepté avec si peu de résistance ou de réticence ces tarifs. C'est absolument colossal. Cette servilité de l'Union européenne, elle n'avait pas atteint un tel degré jusqu'à présent. Mais bien sûr, il y a des antécédents. Le projet européen, je le dis dans tous mes cours, est un projet américain au départ, c'est-à-dire dans la fin des années 40, début des années 50. Et depuis, pendant les 80 ans de l'existence, ou 75 ans de l'existence des institutions européennes, les États-Unis ont toujours, systématiquement et de façon absolument décisive soutenu le projet européen. Il n'y a jamais eu de président, sauf Trump dans son premier mandat, qui a dit la moindre des choses contre le projet européen. Euh, et donc, il y a en effet beaucoup de précédents à cette histoire, mais il n'y a jamais eu, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de tarifs. Les Américains n'imposaient pas des tarifs à tout le monde comme le fait Trump. Donc c'est un élément nouveau, c'est un élément grave qui aggrave beaucoup la servilité, mais cette servilité, elle est en effet très antérieure au dernier accord. Et justement, quel rapport y a-t-il entre l'Union européenne et l'OTAN? Est-ce deux espaces réellement distincts? Non, bien au contraire. Nous le voyons d'ailleurs dans la politique étrangère de l'Union européenne qui est très remontée contre la Russie, comme l'OTAN aussi. Les deux organisations sont liées par les traités, par le traité sur l'Union européenne, le traité sur l'Union européenne, c'est-à-dire le traité qui est en vigueur depuis 2009 et qui gouverne donc l'Union européenne, oblige les États membres de l'Union européenne et l'Union tout court de s'aligner sur la politique étrangère de l'OTAN. Donc c'est écrit dans les traités européens eux-mêmes. Non, les deux. Et d'ailleurs, vous m'avez posé une question tout à l'heure sur Ursula von der Leyen. Quand elle a été nommée en 2019, elle a déjà dit en 2019, dans son premier discours, dans son discours avant d'être élue, avant d'être nommée, ou alors c'était juste après, je ne sais plus, en tout cas c'était en 2019, elle a dit qu'elle voulait une commission géopolitique. Et bien sûr, tout le monde a compris que c'était contre la Russie, et c'était avant l'invasion de l'Ukraine, évidemment.
Non, non, il y a un alignement total sur l'OTAN. Euh, et cela fait partie, bien sûr, de cette vassalisation de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, puisque c'est bien sûr les Américains qui contrôlent l'OTAN. Justement, au niveau de l'OTAN, il y a une évolution des concepts stratégiques de l'OTAN au fur et à mesure des années. D'abord, est-ce que vous pouvez nous en parler et qu'est-ce que cela révèle justement de la finalité de l'OTAN? Oui, alors sur les 20-25 dernières années, il y en a eu deux ou trois de ces concepts stratégiques. Pour moi, le plus important est sans doute celui de 1999, quand l'OTAN bombardait la Yougoslavie, la petite Yougoslavie, et se donnait le droit de protéger les droits de l'homme dans le monde. C'était le prétexte et la justification pour ce bombardement de la Yougoslavie, justement. L'OTAN n'est jamais revenu sur cela. Aujourd'hui, je pense que le dernier concept stratégique en date doit être de 2023, je crois, 2022, il me semble. qui, lui, parle euh, de régimes autoritaires. C'est le principal défi. Je vous signale d'ailleurs que régimes autoritaires, c'est aussi le vocabulaire de l'OTAN. L'OTAN utilise cela aussi comme concept clé, comme concept phare pour ça. Pardon, c'est aussi, excusez-moi, L'Union européenne. de l'Union européenne, voilà. Donc ils sont alignés sur le vocabulaire. Alors, régimes autoritaires, ça veut dire tout et n'importe quoi, mais essentiellement, c'est la Chine et la Russie. Euh, et donc, dans tous ces documents, ce que nous observons, c'est une rupture radicale avec la, la finalité originale de l'OTAN, qui était de défendre son territoire, le territoire de ses États membres, d'une éventuelle attaque et de dissuader une telle attaque. Aujourd'hui, depuis 25 ans, c'est tout le contraire. Il ne s'agit plus de défendre ou de dissuader, mais au contraire de protéger les droits de l'homme ou de en découdre avec les régimes autoritaires, comme si la simple existence d'un régime autoritaire représentait une menace. Voilà. Et donc, l'OTAN se lance depuis un quart de siècle dans une vision complètement mondialiste, en fait, et qui est complètement détachée de sa finalité d'origine, qui était, je répète, de défendre, de protéger ses États membres. Enfin, on a aussi assisté à la coalition des volontaires, ces pays qui veulent aider l'Ukraine. Dans ces pays, le Royaume-Uni occupe une grande place. Pourquoi le Royaume-Uni s'aligne-t-il sur la doctrine européenne? Parce que la doctrine européenne c'est la doctrine américaine, c'est une et la même chose. Et les Britanniques, bien sûr, s'alignent sur la ligne américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un autre facteur, c'est que le Royaume-Uni, l'actuel gouvernement et l'État profond britannique considèrent que le Brexit a été une erreur majeure qu'ils veulent réparer, qu'ils veulent rattraper. Et ils veulent rattraper cette erreur en se profilant, en se mettant en avant comme une grande puissance militaire, une grande puissance de renseignement en Europe. Nous avons d'ailleurs remarqué cela au tout début du processus du Brexit en 2016-2017, quand le Premier ministre de l'époque, Madame May, a écrit à la Commission ou au Conseil, je ne sais plus, au Conseil sans doute pour annoncer formellement le départ imminent du Royaume-Uni de l'Union européenne. Madame May avait mis dans sa lettre formelle une allusion au rôle militaire et de renseignement du Royaume-Uni. Et ça a été tout de suite commenté comme une menace, en fait, comme une sorte de chantage que Londres voulait pratiquer sur l'Europe en disant, bah, écoutez, vous nous donnez ce que nous voulons, nous, et puis nous, on vous donne de retour notre collaboration sur le plan militaire et de renseignement. Et ça, c'est en effet le deal. Ça, c'est le deal qui, visiblement, a été conclu, puisque le Royaume-Uni est presque plus présent encore, je dirais, en Europe qu'il ne l'était avant le Brexit. Enfin, bien sûr qu'il ne l'est pas, mais sur le plan de la politique internationale, il l'est. Et en effet, cette coalition des volontaires, dont les Britanniques font partie, montre bien combien le Royaume-Uni a su rentrer par la porte arrière, en quelque sorte,
ce qui était bien sûr l'objectif pour, je répète, pour le gouvernement actuel et pour l'État profond. Merci beaucoup pour vos réponses Merci de vos questions. et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube d'Omerta.